Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez apprécié la vidéo d'hier, une vidéo plutôt prédictive, en espérant qu'elle vous ait aidé et échappé à ce drame, hein, si beaucoup se sont fait liquider. On parle de près de 3 milliards de dollars de liquidation à partir de 14h30 par rapport à la liquidation et par rapport au CPI. On va bien sûr en parler dans cette vidéo, peut-être d'un angle un tout petit peu différent de ce qu'on peut observer aujourd'hui, plutôt chez mes confrères influenceurs, mais rien de grave bien évidemment, on a tous notre pierre à mener et on est tous dans le même bateau. Je le dis, je le rappelle, n'hésitons bien évidemment pas à confronter nos idées, le statu quo sur les marchés financiers n'existe pas, ne pensons pas qu'un influenceur ou un autre détient la vérité, et si c'est le cas, alors fuyez. On va parler Bitcoin, on va parler Ethereum, on parlera également CPI, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. Vous avez une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Je l'utilise personnellement depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, marché crypto comme marché traditionnel. Vous avez été très nombreux à remercier, notamment Chris, pour l'initiative de méthode d'apprentissage. Vous êtes déjà très nombreux, membres expérimentés et moins expérimentés, à être venus en fait regarder un petit peu dans ces différents salons. Je suis très heureux que ça plaise. Donc n'hésitez pas à y aller. Hein. J'y ferai un petit tour de temps en temps, bien évidemment. Si je peux aussi apporter ma pierre à l'édifice, ce sera avec grand plaisir. On parle Bitcoin. Alors, on va commencer très simplement avec une toute petite divergence haussière cachée en 4 heures, potentiellement, qui sera confirmée si on vient à clôturer au-dessus des 20 400 $. Ici, ça monte. Ici, ça baisse. C'est plutôt des divergences qui sont relativement puissantes pour avoir de jolies petites respirations. Alors, on peut continuer à aller chercher de la petite poche de liquidité, travailler dans une zone ou zone de rechargement d'achat logique, et puis potentiellement faire une vague B, on peut l'appeler comme ça, puisqu'on est plutôt dans une corrective, et une vague C. On a ici en fait un déséquilibre, ce qu'on appelle imbalance. Monsieur Lucas, je pense à toi. Il achète beaucoup en fait ce type de déséquilibre. D'ailleurs, il a dû en acheter peut-être sur Ethereum, puisqu'on avait ce déséquilibre qui est venu être travaillé, notamment sur Ethereum. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Je passe en daily, avant de passer juste après sur Ichimoku Kinkoyo, on en avait beaucoup parlé hier, j'avais quand même un doute, peut-être une vision un peu biaisée du marché ou d'une expérience passée par rapport à notre Shikuspan qui pouvait potentiellement pas passer cette baie vitrée, entre guillemets, en platine. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Où est-ce qu'on est? Bon. Si je vous avais dit ici, je pense qu'on peut faire un nouvel ATH, probablement target NMEX 103 000 $. Beaucoup de personnes auraient dit « ouais, pas impossible ». Aujourd'hui, impossible. Très bien. Donc, on met toujours la majorité du mauvais côté du trade. C'est le plus important. En réalité, je pense qu'on est exactement ici. Voilà, ici. On vient faire une chasse à la liquidité, on fait un truc soldier et derrière, on rattrape tout. Donc, c'est fait un peu violemment par rapport au CPI, mais je pense qu'on est ici. Ou peut-être, puisqu'on est venu chercher en fait des poches de liquidité là, peut-être qu'on est ici éventuellement. Ou peut-être ici en réalité. Parce qu'on vient bien rechercher une zone de rechargement d'achat par rapport au précédent mouvement, ne nous y trompons pas, les 618 exactement. Peut-être qu'on est juste là alors? On serait peut-être juste ici par rapport à une structure là? Bon, vous avez compris l'idée. En réalité, on fait tout le temps la même chose et c'est jamais différent. Et on viendra très probablement chercher en fait cette poche de liquidité qui se trouve complètement au nord. Donc si le marché doit craquer to the cave, aucun problème avec ça, mais à mon avis, on viendra d'abord là-dedans. Ok? En réalité, le narratif, même s'il a un peu évolué, on va en parler ensemble, il n'y a pas de... Il n'y a pas de scénario en fait qui part à la cave à très court terme, en réalité. Alors, sauf si la Fed prend la parole et Powell prend la parole avec une réunion exceptionnelle et dit on augmente les taux de 2%. Ou on augmente les taux de 5%. Je viens de m'entretenir avec le président de la République et on monte les taux de 10%, même s'ils sont complètement... Il n'y a aucun parallélisme entre le président de la République et la Banque centrale américaine, bien évidemment. C'est complètement... il n'y a pas de vase... C'est pas des vases clos, en réalité. Je sais pas comment on dit ça, ils sont indépendants, l'un de l'autre, bien évidemment. Donc je pense qu'on est juste rentré dans une zone de rechargement d'achat court terme, jusqu'à preuve du contraire. Vous aviez deux paliers, le premier 382, il s'est fait littéralement pulvériser. Si on se mettait en petite time frame, on voyait que ça commençait à travailler, on a pris la poche de liquidité, beaucoup se sont placés là-dessus, puis derrière, hop, on va chercher beaucoup plus bas, et on vient, mais pile, de façon chirurgicale en daily, clôturer où? Juste au-dessus de nos 618. Comme quoi les algorithmes fonctionnent plutôt bien, même si les marchés de Wall Street se sont complètement affolés, on va pas se mentir, côté S&P 500 ou même côté Nasdaq, ça a bien retracé, mais sans remettre en cause la dynamique de fond, qui potentiellement, notamment sur le Nasdaq, on va reprendre par rapport au S&P 500, qui reste haussière, jusqu'à preuve du contraire. On va chercher des creux toujours plus hauts que les précédents, des hauts toujours plus hauts que les précédents, c'est normal que ça travaille.
Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas venu remettre en cause en fait nos précédents supports juste ici. On a bien repoussé. Donc qu'est-ce qu'on attend maintenant? Bah qu'on repousse, ni plus ni moins, et de laisser un maximum de personnes du mauvais côté du trade. Voilà, ça c'était super important. Donc pour moi, c'est plutôt direction haussière, malgré qu'on peut très bien aller chercher ce déséquilibre. En somme, B et C, hein, un truc comme ça, il n'y a aucun problème avec ça. L'objectif, c'est de mettre la majorité du mauvais côté du trade, et je pense qu'il y a déjà une petite partie qui sont encore dans l'espoir, et lorsqu'on viendra casser et annihiler, après un petit rebond, ce type de choses, je pense qu'on aura la grande majorité du mauvais côté du trade, et là, on pourra partir. Aucun problème. Pourquoi on pourra partir? Mais un peu plus tard. Parce que le CPI, ce sera potentiellement le 20 septembre ou 21 septembre. D'ailleurs, Géo, merci à toi. Effectivement, j'ai bien modifié. C'est lorsqu'on était passé, en fait, sur probablement en ton sombre par rapport au ton clair. J'avais laissé, en fait, 26 périodes. Mais vous avez raison, c'est bien 27 périodes par rapport à notre Chikou Span. Pourquoi? Parce que, en réalité, TradingView compte la bougie du jour. Donc si vous voulez aller chercher votre Chikou Span de façon réelle, et ben en fait vous mettez 27 et non pas 26, puisque en réalité c'est les 26 périodes précédentes. Et en fait si vous mettez 26 ici, ça compte la bougie du jour. Donc merci à toi, je ne l'avais pas modifié, donc tu as parfaitement raison. Et bien évidemment, hein, le statu quo n'existe pas sur les marchés financiers. Si vous pensez que les gens ont raison et c'est comme ça qu'on fait et pas autrement, ben, il faut pas hésiter à le dire. Et si jamais, enfin l'idée en réalité du Discord, l'idée de la chaîne, c'est pouvoir débattre, pouvoir confronter nos idées, nos analyses, chartistes, graphiques et même le paramétrage de nos indicateurs techniques. Donc je l'ai modifié, merci pour cette information. Merci à toi Géo, je rappelle que Géo, Komakino, Pango sont les créateurs de la table des rois, là, qui est directement corrélée avec Bybit par rapport à plan d'investissement qu'on suit scrupuleusement la stratégie des 4 rois et on s'est pris une douille hier, hein. On a encore perdu quelques pourcentages, mais c'est pas grave. Parfois la meilleure chose à faire, bah, c'est potentiellement de ne rien faire. Voilà pour ça. Bon, on savait bien et on l'avait senti. Je ne sais pas si comme moi vous l'aviez senti, mais il y avait quand même peu de chances que ça vienne traverser là, même si Géo a dit il n'y a pas vraiment d'incidence d'un point de vue technique ou chartiste de pouvoir traverser ce type de plaque de titane. Ce qui est moins probable en réalité, c'est de la traverser de part en part. Ok, pour le coup ça se tient, mais quand je reprends en fait des fractales, parce que je travaille beaucoup, vous savez moi, sur des fractales, sur des choses qui se sont reproduites encore et encore et encore, et en réalité c'est rare qu'on vienne la pulvériser comme ça, qu'on vienne la pulvériser comme ça, qu'on vienne la pulvériser comme ça, qu'on vienne la pulvériser, je n'ai pas vu, jamais vu pour le coup comme ça, mais techniquement, voilà, le plus probable, c'était soit on passe par en haut, hein, soit on passe par en bas. Le marché a décidé, catalysé par le CPI, on savait qu'il y aurait de la volatilité, peut-être pas autant, mais on savait en tout cas qu'il y aurait un catalyseur, ça a été la baisse qui a été choisie. Maintenant, on peut faire notre petit chemin et aller chercher notre rebond haussier. Ce qui est très bizarre, c'est que potentiellement on ferait ça. Alors on peut faire ça, il n'y a aucun problème avec ça. Vous l'imaginez bien, vous avez toujours votre trendline ici historique et on n'achète pas sous résistance. On n'achète pas sous résistance. Je sais qu'il y en a quand on a commencé à voir le truc partir. 22 300, 22 400, 22 500, 22 700. FOMO, c'est difficile psychologiquement, on n'achète pas sous résistance. Ouais, mais ça monte, donc j'achète. Et en réalité, c'est plutôt le contraire de ce qu'il faut faire. Donc on n'achète pas, bien sûr, un TGV qui part. Le risque-récompense n'était pas du tout bon, et je pense que ceux qui ont acheté là-dedans sont sortis aujourd'hui, et ceux qui étaient à levier sont sortis. On a perdu peut-être 13% ou 14% de pointe à pointe. Donc on se retrouve dans une zone de rechargement d'achat. On achète les zones de rechargement d'achat dans une énorme zone de rechargement d'achat, ni plus ni moins. Donc ici, on peut la tracer parfaitement ensemble. Je vais juste enlever ça, ce sera un tout petit peu plus clair malgré mes gribouillés. Vous êtes revenu dans une zone de rechargement d'achat historique de tout le précédent mouvement, de tout ce range. Donc, amis range trader, amis trader de tendance, mettez-vous plutôt là. Je sais que beaucoup attendront et je le vois passer un petit peu. Je n'achèterai pas si on ne vient pas là-dedans. Moi, j'achèterai que ici parce que c'est sûr qu'on y revienne. En réalité, il n'y a aucune raison qu'on y revienne. Je vous le dis, il n'y a aucune raison qu'on revienne chercher sous les 18 500 $. Pourquoi? Parce qu'on est déjà venu le chercher. Voilà. Pourquoi venir? Là, on est déjà venu. Il n'y a aucune raison. Donc si on doit revenir sous en réalité ces poches de liquidité, en partant du constat qu'il n'y a personne qui est rentré dans ce train, c'est certain en réalité, en tout cas c'est une toute petite minorité qui a réussi à prendre ce move, puisque tout le monde était surpris, on se retrouvait ici, on achète, donc on pousse, on FOMO, on se fait exploser, et maintenant on tend et potentiellement à remettre des petites poches de liquidité. J'en doute très fortement. Je pense qu'on va plutôt observer en fait, tous les dips sont faits pour être shortés. Or, vous êtes contre-tendance, puisqu'en réalité tous les dips sont menés pour être achetés ici. Eh oui. Pas évident, mais c'est la réalité et je pense que c'est le contraire qu'on pense aujourd'hui. Donc sur des toutes petites time frames, bien évidemment, horaire, 4h, 30 minutes, 15 minutes, scalper, bon, vous savez ce que vous avez à faire. Mais dans la macro, ici, c'est plutôt un dip qui doit être racheté. Or, c'est pas ce qu'on est en train d'observer.
Il est plutôt vendu, en réalité, ce dip là. Voilà pour ça. Donc 3 milliards de pertes. Ok, au niveau des liquidations, c'est énorme, c'est beaucoup. On a bien en fait secoué un peu le cocotier. Ici, vous avez vu une forte dépréciation. Et derrière, vous avez quoi? Bah, en réalité, un funding qui passe relativement fortement dans le négatif. Ici, vous avez une vraie décorrélation avec un prix qui chute. Donc, en plus que les acheteurs se font dégommer, et ben les vendeurs, c'est debout sur la table pour shorter. Vous avez là le ratio long short qui est parti dans les chaussettes. Bon, apparemment, il n'a pas supporté le CPI, lui non plus. Donc, est-ce qu'on est sur du 50-50, 40-50? Je sais pas. On peut aller voir peut-être ici. Je crois qu'on est plutôt en faveur des shorts, jusqu'à preuve du contraire. Donc, je pense qu'il y a plus de shorts que de longs sur ce marché. On va repartir ici par rapport au ratio long short. Peut-être je peux me tromper, hein. Ah non, on est revenu plutôt en faveur des longues ici, ça longue ce marché. Alors toujours les data Binance, hein, à prendre avec des pincettes, mais dans l'idée, ça permet d'avoir quand même une idée en fait par rapport à la structure. Donc on a quand même bien augmenté pour le coup. Ça veut strictement rien dire, hein. On l'avait vu sur les fractales par rapport au Cognalise, mais ça permet d'avoir une première indication. Okay, donc quand même point de vigilance, je ne dis pas le contraire, on peut aller plus bas pour aller chercher les derniers. On a très peu de personnes en fait qui ont vendu sur le spot, on voit notre CVD spot qui reste en réalité croissant, et on a ici en fait un décrochage au niveau de notre CVD sur les contrats futurs. Bah en réalité c'est simple, hein, ça short fort en réalité dans la descente, c'est normal, on long quand ça monte et on short quand ça baisse. Faites plutôt le contraire, notamment sur des points techniques ou sur des points clés, et puis potentiellement qu'un rendement pourrait s'en dessiner. Voilà, j'ai fait à peu près tout le tour de ce que je voulais vous dire. On est actuellement et on a transpercé des supports, on revient sur des énormes supports précédents. On peut passer très rapidement au niveau d'Ethereum, c'était assez similaire au niveau d'Ethereum, notamment sur Ichimoku Kinkoyo. On a des bloqueurs, on a ici notre SSB ici, pardon. On a cassé et clôturé en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kinshun. On savait que ce haut de nuage allait être difficile. Et regardez, hein, je n'avais pas fait le parallèle, mais c'est assez similaire par rapport au marché financier. Coucou, bonsoir, c'est moi. Hop, on peut éventuellement passer ici maintenant si vous le souhaitez. Alors je pense que ça va faire à peu près la même chose. On peut potentiellement aller faire ce type de choses. Je ne dis pas complètement le contraire, puisque la dynamique tend en fait à essayer de se retourner ici, mais on peut éventuellement essayer d'aller un peu plus bas, le fameux The Merge. Alors, je cache juste une idée reçue, on le dit souvent, buy the rumor, sell the news, par rapport à The Merge. Buy the rumor, sell the news, buy the rumor, sell the news, buy the tout ce que vous voulez. Bon, je le dis souvent et je le répète, je sais qu'on n'est pas nombreux à le dire, mais j'aime bien vous le rappeler. On va prendre un petit peu de recul, on va se mettre en weekly. Moi, je pense en fait davantage qu'en réalité, dans un marché haussier, on buy la rumeur et on sell la news. C'était ici au niveau de Coinbase, rappelez-vous. On buy la rumeur, on sell la news. Le fameux BITO, notre ami BITO, qui permet en fait à des gros portefeuilles ou des portefeuilles particuliers de pouvoir investir ou spéculer directement sur le Bitcoin se pouvoir entretenir, notamment sur des contrats futurs. Donc on criait au spot et finalement le spot n'est pas arrivé, mais la SEC a validé un contrat sur les contrats futurs. Pour les big boys, les baleines, les fonds institutionnels, les Goldman Sachs, les JP Morgan et j'en passe, bah, ça suffisait en fait pour faire crash le marché. Je pense pas qu'ils pensaient que ça allait aller aussi loin, puisque tout ça, en fait, n'est pas prévu, bien évidemment. Ça, c'est plutôt effet Terra Luna, qui rentre dans une capitulation. Mais la capitulation, on aurait très bien pu l'avoir ici, évidemment. Ok, mais c'est pas ce qu'on avait observé d'un point de vue technique. Donc moi, je pense qu'on est plutôt, en fait, dans un buy the rumor, sell the news, quand le marché est haussier, et qu'on est plutôt dans un sell the rumor, buy the news, quand le marché est baissier. En somme, je pense qu'on pourrait potentiellement sell the rumor, buy the news, au niveau du merge. Merge qui arrivera dans peu de temps, 23 heures maintenant. Le compte à rebours est lancé. Ok, on finit juste par rapport au CPI, etc. Et je finis sur deux petites news. Donc je suis plutôt haussier et si je voulais en fait être acheteur sur ce marché, bah sur Bitcoin notamment, c'est ici que je le fais et pas autrement quoi. Hein, je suis dans ma zone de rechargement d'achat. Donc c'est maintenant que je me dis, bon ok, alors vous pouvez aller éventuellement aller chercher les déséquilibres ou les choses comme ça. Potentiellement se mettre là-dessous, mais il n'y a aucune raison qu'on revienne en fait chercher ça, et ceci n'est pas bearish en réalité. Ne nous y trompons pas. Ceci est une chasse à la liquidité parce que c'est trop de FOMO, et les gens sont trop FOMO trop vite en réalité. Donc regardez ce qui se passe dans la dynamique interne. Si on a une forme de dip, alors on peut encore faire ça, hein. Je ne regarde pas d'un point de vue millimétré. On va pas forcément faire des Zelt Wave. Mais dans l'idée, d'ailleurs on est peut-être sur un bas de nuage ici en H4. Ah voilà, évidemment. Bon, il n'est pas très épais ce nuage, on aurait pu le traverser complètement. Bon, on est en train de le swing entre guillemets ce nuage, il sera de plus en plus dur entre guillemets à traverser. Donc bah dans le déni quoi, hein, j'ai envie de vous dire, why not hein. Ok, pas de dip, pas de machin, pas de truc. Mais on peut aller chercher ce déséquilibre, je dis pas du tout le contraire. Bon, vous n'êtes pas trop mal, encore une fois, proche des 20 000 $, acheter du Bitcoin n'est pas délirant.
Quand on était monté à 22 000 $, beaucoup disaient mais pourquoi j'en ai pas acheté à 20 000? Bah, on y retourne à 20 000, mais bon, on a moins envie d'en acheter bizarrement. C'est complètement normal, c'est très émotionnel et très psychologique. Donc dès lors, prenez du recul, on prend un petit peu de recul, on se met en weekly, on regarde où est-ce qu'on est, et on n'est pas trop mal en réalité. Ça tient vraiment, hein. Ok? Je dis pas que ça peut pas lâcher. Je dis juste que pour du DCA et pour encadrer de l'investissement dans une excellente localisation, sans pour autant avoir de structure, malgré des divergences haussières qui sont en train de se mettre en place, notamment au weekly, on a eu sur le MACD notre signal par rapport à un retour de la dynamique interne sur la force en fait entre guillemets des acheteurs. Ici vous avez une divergence qui s'est positionnée au niveau de notre RSI, notamment sur BTC. Bon, ok, on a quand même pas mal de petits trucs qui disent que c'est pas trop bearish l'histoire. En tout cas, on peut, dans ces contextes de marché, dans ces conditions de marché, poser de réels bottoms de marché, même si on secoue tout le monde. Bienvenue sur les marchés crypto. On prend 10% la veille, on repère 10% le lendemain, le CPI, ça fait péter tout le monde, ça affole Wall Street, etc. Donc on y vient. Bon. Ce qui est très drôle déjà d'observer, c'est que ici on avait au niveau du CPI, on est passé, donc le consensus était 8,1, on est passé à 8,3 alors qu'on est quand même en déclin. On le voit bien ici, on peut penser en réalité que c'est positif, j'ai envie de dire. On n'est pas très très loin du consensus. On savait qu'il y aurait une diminution, notamment par rapport aux hydrocarbures, par rapport à l'énergie dans sa globalité. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors vous l'avez ici, hein, je vous invite toujours à le reprendre, c'est au niveau du Bureau américain des statistiques et du travail, vous avez le résumé de l'indice. Ce résumé de l'indice, ne nous y trompons pas, est passé exactement à 14h30 heure française. À une seconde près, il était posté. On appuie sur le bouton, les DNS ont fait leur boulot, à 14h30, c'était posté. Alors, on va essayer de le lire. Est-ce que vous êtes prêts à le lire ensemble? Bon, c'est quand même long à lire, d'accord? Et combien de temps vous mettez pour lire ça? Je vous laisse réfléchir. Ok, donc on peut partir du principe que les opérateurs de marché, c'est juste pour vous mettre en exergue de comment ça fonctionne en réalité. Vous allez passer ici, on va aller sur le S&P 500, sur les contrats futurs ici, sur les perps. On va passer en 1 minute et on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé. On y... Et ici, bon, alors en réalité, on a perdu 400 ticks, pardon, à peu près en moins d'1 minute. Enfin, c'est chirurgical en réalité. En 1 minute, on est passé de ceci à ceci en l'espace d'1 minute. Or, vous êtes d'accord que c'est difficile à lire ça en 1 minute. En tout cas, il faut le lire très fort, en sachant qu'en 10 secondes, on est déjà tombé. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais en tout cas, moi, j'étais devant, je l'ai bien vu. Donc, c'était très difficile à lire. Donc, on a regardé le chiffre et on a flush le marché. Why not? Déjà, il y a des choses qui sont très intéressantes qu'on observe ici. Je les traduis, hein, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a une augmentation. L'indice de tous les articles, moins la nourriture et l'énergie, augmente de 6,3% au cours des 12 derniers mois. Ok, sachant en réalité que ça reste une moyenne des 12 derniers mois, ça veut dire que si vous avez des super notes, entre guillemets, toute l'année, et que vous avez un 6 sur 20 le dernier trimestre en français, ou en anglais, ou en ce que vous voulez, bah, ça ne vous fait pas chuter votre moyenne à 7. En réalité, vous restez, au lieu de 17, vous serez passé à 16,2. Donc c'est difficile, en réalité, si on attendait de repasser à 4%, bah, à part en fait acheter du pétrole à 0$ et on offre toutes les denrées alimentaires, ça risque d'être difficile, vous pouvez bien sûr l'imaginer. On a quand même des choses qui sont intéressantes. L'indice du logement a augmenté de 6,2 au cours des 2 derniers mois, représentant environ 40% de l'augmentation totale de tous les articles, moins la nourriture et l'énergie. En réalité, aux États-Unis, il y a une pénurie au niveau des logements, donc on est très loin de la crise de subprime pour le coup par rapport à 2008, puisque en réalité, le prix du logement aux États-Unis, notamment dans les zones les plus urbanisées, augmente aujourd'hui. Or, c'est pas ce qu'on nous dit à la télé. Je vais, sans citer de noms d'économistes et d'analystes qui passent souvent sur BFM ou sur Boursorama, que j'apprécie énormément, on est plutôt à dire l'immobilier va chuter de 12%, l'immobilier va chuter de 15%. C'est pas ce qu'on est en train d'observer aux États-Unis, il augmente, qui a un impact directement sur l'inflation. Alors vous avez raison, les deux seules choses entre guillemets qui baissent au niveau de l'inflation, bah qui a un impact sur la baisse de l'inflation, c'est l'énergie. Or, l'énergie n'est en réalité pas une caractéristique structurelle ou un indicateur structurel de l'inflation. Donc c'est pas celui-là qu'il faut vraiment regarder. Et ce que en réalité nos amis de la Fed regardent beaucoup, c'est plutôt celui-là. C'est le corps, en réalité, taux d'inflation corps. En réalité, vous enlevez une partie de tout ce qui est agroalimentaire et vous enlevez une partie en réalité de l'énergie. Ce qui en réalité est conjoncturel et non pas structurel. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a une augmentation relativement forte à 6,3. En somme, vous enlevez l'énergie, vous enlevez les agros, vous avez en réalité une augmentation au niveau de l'inflation aux États-Unis.
Pourquoi? Bah, dû aux matériaux, dû à l'immobilier, dû à tout ce que vous voulez. Hors énergie. Et ça, c'est pas très bon pour les marchés. L'impact que ça a eu, bah, c'est celui-là. On est parti dans la stratosphère au niveau des consensus. Donc maintenant, on oublie le 0,50 dans 10 jours. Maintenant, on passe obligatoirement à 0,75, voire 1%. Et c'est ça, en réalité, qui n'a pas été pricé par le marché. Donc, est-ce que dans une semaine, ça va pouvoir potentiellement se rééquilibrer? La réponse est oui. On a tout juste, entre guillemets, quelqu'un de la Banque centrale qui dit « Détendez-vous, on n'a pas prévu de changer les taux, on va rester sur ce qu'on avait prévu. » Jérôme Powell insiste, il n'y a pas eu le moindre doute, entre guillemets, par rapport à son carnet de route, plus 0,75, plus 0,50, plus 0,25. Il n'a pas dit que ce serait plus fort, il a dit que ce serait plus long. Ça, c'est important. Alors oui, c'est moi qui le dis. C'est pas les opérateurs de marché et c'est pas les génies de ce monde et les grands pensants de ce monde. Mais pour moi, ça, bah, ça reste, entre guillemets, du plus 0,75. Là, ici, ça tangue. On passe à plus 50 à plus 0,75. Ok, why not? Et on passe directement à 4%, 4,25% dès la fin de l'année. Je rappelle que Jérôme Powell était parti sur 3% avant la fin de l'année. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est le consensus. C'est pas Jérôme Powell. On aura quand même des bonnes informations lors du CPI. Et je pense que le CPI sera comme prévu. Comme prévu. Il n'y aura pas un discours différent entre aujourd'hui et demain. Je ne pense pas. Dès lors, on va rééquilibrer les choses, on a secoué tout le monde, et puis on peut repartir, puisque finalement, le marché avait bien pricé ce qu'il avait pricé précédemment. Et on a de la fluctuation de marché. On tend potentiellement aussi à aller à 4,50. Bon, 4,50, je vous la fais en 1000. Hein. C'est pas bon l'histoire. Hein. Si on passe à 4,50 au niveau de l'inflation, c'est ici. Donc, pour le coup, on aura réellement une baisse de l'immobilier, puisque je ne sais pas comment on va pouvoir tenir, quoi. Enfin, les salaires, ils vont pas augmenter de 13%, je pense, en l'espace de 6 mois. Donc, si d'ici début d'année prochaine, on est à 5 ou 6% au niveau des taux de la Fed, ben, l'immobilier, ils seront aux alentours de 6-7%. Est-ce que vous achetez en réalité 6-7%, 8% aujourd'hui, par rapport à notre habitude qu'on a vis-à-vis des taux de crédit immobilier? Déjà qu'on rage un peu, parce que maintenant, on est passé à de moyenne 1,9%, même sur des taux fixes, en sachant qu'aux États-Unis c'est plutôt taux variable, donc ça met un gros, enfin il y a une partie taux variable, donc ça met un gros coup dans le portefeuille des Américains. Donc on se dirige, si on continue à augmenter les taux comme ça, on se dirige sûrement dans une récession sans précédent, notamment aux États-Unis. Ce sera systémique, ce sera partout. Donc on n'y est pas pour l'instant. Donc économiquement, on le sait, hein, la Banque centrale américaine a les pieds et poings liés. Je ne dis pas qu'ils vont remettre la planche à billets, je dis juste qu'ils vont se calmer par rapport à la remontée des taux. Voilà. Et s'ils se calment par rapport à la remontée des taux, on a un magnifique rallye. Mais pour l'instant, on ne le sait pas. Évidemment, et c'est pas du tout le chemin que ça en prend. Mais c'est exactement la même chose en France. La Banque Centrale Européenne augmente ses taux, on est passé donc à 0,75 jusqu'à preuve du contraire, donc c'est du jamais vu depuis 2013 ou 2011, et aujourd'hui on est en train de rechigner parce qu'on est passé de 1% au niveau des taux sur nos crédits immobiliers à 20 ans à 1,9%. Donc ça nous pousse encore à acheter plus vite. Hein, c'est ce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente par rapport à l'inflation-déflation. Hein, les rythmes de consommation par rapport à une inflation galopante. Généralement, on va se précipiter sur les biens immobiliers qui augmentent potentiellement les taux. Donc c'est peut-être qu'on est dans cette phase-là aux États-Unis. Ça va ne faire qu'augmenter. Il y a beaucoup en fait de résonance et de discours dans ce sens-là. Donc pas des discours officiels bien évidemment, hein, c'est plutôt des discours officieux. Mais grosso modo, les gens se précipitent. En tout cas, ceux qui ont de l'argent se précipitent sur l'immobilier. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des crises systémiques ou des crises économiques, bah, généralement on fait métaux précieux, assurance vie, etc. Ou plutôt assurance, plus dans les bancaires pour le coup et dans la pierre. Ok ? Donc il y a potentiellement en fait une demande accrue, et c'est ce qu'on est en train d'observer, parce que Powell nous dit, à chaque fois qu'il prend le discours, il prend les années 80 avec notre ami Volcker. Donc en réalité, quand vous prenez un exemple, pas une reprise, pas 2 reprises, mais 3 reprises dans des discours importants, que vous reparlez de Volcker dans les années 80, en réalité, on voit 20% d'inflation. Et on voit 13% d'inflation et 20% de taux directeur. Et s'il y a 20% de taux directeur, qu'est-ce que vous faites? Vous jetez sur l'immobilier. En tout cas, si vous hésitiez à acheter un bien immobilier aux États-Unis, là, vous n'hésitez plus. Vous y allez. Et ça a un impact directement. J'espère que j'ai été très clair. Donc, malheureusement, et c'est difficile à dire, on est tenu par la Banque centrale américaine, aujourd'hui sur les marchés, et on voit que c'est très corrélé par rapport à Bitcoin. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout vendre? Sur ces niveaux de prix, c'est pas la meilleure idée. D'accord? Je pense qu'il a été relativement ferme. Je ne connais pas son discours de la semaine prochaine, mais potentiellement qu'on pourrait avoir peut-être des bonnes surprises. Je finis quand même sur des bonnes surprises et sur des bonnes choses.
Donc Wall Street chute affolée par les signatures, je vous inviterai à le lire, hein. C'est un petit truc sur Boursorama, j'aime bien lire ce type de truc, c'est plutôt bien fait parce qu'en fait à chaque fois ils interviewent en fait, des personnes au sein de Wall Street et au sein de la finance, donc toujours intéressant. En réalité ce que vous trouvez sur YouTube, c'est à peu près la même chose de ce que vous retrouvez sur des mecs qui gagnent 50 000 euros par mois, donc je trouve ça toujours très intéressant, mais c'est toujours pertinent. Il y a des choses en fait qu'on parlera pas, mais qui sont très très importantes, c'est ça. Moi, je suis très soumis à ça. Pourquoi? Parce que je vous rappelais que je vous en avais parlé il y a plusieurs mois de cela. Ce qui pourrait faire décrocher les marchés financiers, au-delà d'un problème structurel ou conjoncturel, c'est ça. C'est potentiellement l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine par rapport à la Russie. Donc ce que j'ai dit il y a 3 mois, moi je l'oublie pas en réalité. Je le garde au coin de ma tête et je regarde ce qui se passe, malgré que ce soit l'Express, et on peut parler de toutes les propagandes que vous voulez, bah ça peut nous tomber sur le coin de la tronche. Parce que il nous est impossible de battre l'Ukraine. À la télé russe, la propagande s'écaille. Il y a des pro-russes qui commencent, entre guillemets, à ne plus être pro-russes. Voilà, s'ils étaient pro-russes, ils sont pro-russes maintenant. Et la question c'est, est-ce que la semaine prochaine ils seront que russes, et que Poutine se sentir acculé, va appuyer sur le bouton interdit? Parce qu'ils sont en train de se prendre une rabanée. Alors, encore pareil, c'est clairement de la propagande, ce qu'on veut bien nous montrer à la télévision. Hein, ok? Donc ça, toujours à chasse gardée, si vous voulez vous renseigner par rapport à ça. Mais moi, ce que je veux voir en réalité, malgré une propagande, c'est que, bon, il y a des faits. Et il y a des gens en Russie, sur les plateaux TV russes, qui prennent la parole pour dire on ne gagnera pas la guerre. Donc c'est pas bon. Il y a une façon extrêmement simple pour Vladimir Poutine de repousser, entre guillemets, l'assaillant, si vous voulez. Ou son... Je peux même pas dire son ennemi, puisqu'il y a des trucs maintenant qui passent comme quoi ils sont amis, enfin je sais plus trop quoi. Bon, c'est très difficile d'utiliser des mots clairs, mais pour bien comprendre ça, il a la possibilité tactique de repousser toute attaque ukrainienne ou toute avancée ukrainienne. Et on en parle, c'est pas hier qu'on en parle, des frappes nucléaires tactiques. C'est depuis le début du conflit. S'il utilise ça, ça va certainement faire vaciller les marchés. Parce qu'il y aura une réponse mondiale. Ça, c'est le bouton interdit. Il faut vraiment le savoir, il faut vraiment le comprendre. Soyez très vigilants par rapport à ça, et on le verra sur le graphique. Et si on ne le voit pas tout de suite sur le graphique, bah, prenez des profits, couvrez vos positions, parce qu'on le verra avec un tout petit ricochet, très probablement sur les marchés financiers. Ok? Voilà, ça c'était une nouvelle pas très bonne, mais une bonne nouvelle quand même, pour le coup. La blockchain lève 300 millions de dollars, qui veut défier Ethereum et Solana. Je vous laisserai regarder ça, c'est tout nouveau en réalité. On en avait parlé il y a très très longtemps, où j'avais vu passer ça sur le Discord. Ils font un deuxième tour de table en série B, 300 millions de dollars, c'est valorisé 2 milliards. Actuellement, bah, vous avez strictement rien, il n'y a pas de token, il n'y a que dalle. On est en train de construire un truc sur la preuve de participation, donc nouvelles problématiques, notamment sur Ethereum, notamment sur Solana, notamment sur plein de Layer 1, qui sont en train d'être résolus par des nouveaux projets qui sont en train de venir. On est au début de rien. Si on pense qu'Ethereum sera toujours le number one, bah peut-être dans 5 ans, c'est pas une certitude absolue parce qu'il n'y a pas de certitude en réalité sur ces marchés financiers, encore moins sur les marchés crypto. Donc peut-être un bon candidat, renseignez-vous bien, on fera une vidéo potentiellement dédiée là-dessus. Je trouvais ça très intéressant parce que ça lève 300 millions. 300 millions, c'est pas rien. Hein, et tout le monde s'y met. Ça permet en fait d'avoir une résonance par rapport à ce qui sont en train de se passer, non pas dans la dynamique même de la blockchain, du Web.3, etc., mais plutôt sur les graphiques, qui n'est pas représentatif de ce qu'on est en train de voir. Les levées de fonds records augmentent sur les projets blockchain, partout dans le monde. Ça augmente. Donc c'est pas du tout ce qu'on est en train de ressentir derrière nos écrans, mais en réalité, il y a des choses qui se passent aujourd'hui derrière le miroir qui sont très positives. Donc c'est pas le moment de lâcher. Ceci n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment, mais c'est potentiellement pas les meilleurs moments de lâcher. Demain, je vous fais une vidéo très intéressante. Soyez nombreux à la regarder, je la ferai très courte. Ça prendra un petit peu un contre-pied et ça permettra potentiellement de fêter The Merge. J'espère que vous serez nombreux à la regarder. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.